Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce webinaire. Donc, vous êtes connectés aujourd'hui sur l'invitation de votre cabinet comptable et ces JT Live sont organisés par votre cabinet dans le cadre du groupement national Différence dont votre cabinet fait partie et dont le cabinet Pensar et associé également fait partie. Ce groupement a pour vocation de mutualiser des outils et des réflexions comme ces JT Live en sont en illustration. Ce JT sera diffusé en replay sur le site de votre cabinet et il est en principe réservé à nos clients, mais en cette période compliquée, toutes les actions de solidarité sont les bienvenues et donc n'hésitez pas à partager ces JT Live. D'un point de vue pratique, nous vous invitons à poser vos questions dans l'espace de discussion et nous y répondrons dans un fil d'actualité ensuite. Nous allons vous parler aujourd'hui de bonnes pratiques à mettre en place pour agir dans les phases de turbulence. En effet, la situation que nous vivons tous actuellement est une situation imprévue et qui a positionné l'environnement économique dans de fortes incertitudes. Si on passe au slide numéro 2, en effet, il est très difficile et impossible de prédire ce qui va se passer à très court terme et encore plus dans les 12 à 18 prochains mois. Compte tenu du contexte et des variances aussi des secteurs d'activité, il est très très délicat et on défie quiconque de pouvoir se projeter et savoir avec certitude ce qui va se passer à court ou moyen terme. Il est clair que les analystes économiques qui prédisent une crise économique dans la durée, après une situation de confinement que nous vivons tous, et donc, par analogie à des situations qui se sont déjà produites de manière similaire sur des cas de crise, notamment celle de 2008 et des crises précédentes. Ce qu'on a pu recenser, en tout cas en grande analogie, ce sont que globalement, les biens de consommation courants ont tendance à tenir le rang, et notamment sur les biens de première nécessité. Et ce qu'on constate souvent dans ces cas-là, dans ces contextes-là, ce sont les biens d'équipement qui vont plutôt être impactés. Et donc, toutes les sociétés qui vont vendre, que ce soit en B2C ou en B2B, des biens d'équipement qui ont tendance à être un investissement pour l'acheteur. Les tendances, par analogie, nous montrent que les baisses se situent entre 10 et 30% en fonction des secteurs d'activité. Donc, ça va jouer aussi en fonction de la taille de l'opération, de l'investissement, puisque souvent, ces investissements sont en réalité soit annulés, soit gelés, soit reportés. Et donc, on peut prendre des exemples dans l'immobilier, dans les activités de bâtiment, on peut prendre des exemples, que ce soit dans les travaux neufs ou même dans les rénovations qui sont les rénovations importantes, dans l'automobile. On peut aussi, dans un environnement un peu plus industriel, parler des équipements industriels. Donc, tout ce qui va être bâtiment immobilier d'entreprise. Voilà, tous ces secteurs d'activité qui vont tourner autour de l'équipement avec des projets plutôt de taille significative qui vont être assez impactés, qui sont très souvent impactés après une crise, en tout cas pendant et après une crise. Alors, ce qu'on remarque aussi, et là c'est les observations habituelles des périodes de crise, c'est que dans le fonctionnement, par exemple, des épidémies, quand on observe ce qui s'est passé dans différents pays, il y a une baisse de productivité qui est très nette. Et ça, on va le constater dans les mois qui viennent, pour des tas de raisons, notamment dues au fait que tant que l'épidémie est active, on devra avoir une organisation du travail différente de celle du passé. Donc ça, c'est un point que tout le monde doit avoir à l'esprit, c'est même si le marché, la demande, on a deux problèmes actuellement. On a un problème de demande pour certaines choses qui peuvent être décalées dans le temps et on a un problème d'offre qui est l'impact sur l'organisation interne des entreprises qui fait que on a des impacts à l'heure actuelle. Par exemple, les études dans le bâtiment montrent que si on applique les directives après la sortie de confinement, on a des hausses de coûts, donc des baisses de productivité qui se situent entre 10 et 20%. Ce qui veut dire que
À très court terme, il y a des impacts qu'il faut absorber, qui ne seront pas, je dirais, forcément faciles à faire absorber par le client. Et globalement, là, ce qu'on va voir, ce n'est pas de chercher à faire avec vous des prévisions, parce qu'on voit que l'exercice est pratiquement impossible, c'est de traiter au niveau interne à l'entreprise les grands mécanismes d'adaptation. Ce qu'on sait, c'est que dans les grandes crises majeures qu'on a connues au cours des 50 ou 70 dernières années, il y a toujours eu à peu près 20% des firmes qui en sortent meilleures ou en meilleure forme après qu'avant. Et donc, toute la question est de savoir comment on fait pour être l'une de ces entreprises et comment peuvent faire les dirigeants et leurs conseils pour positionner l'entreprise d'une façon différente. Donc, on ne va pas vous parler de l'aspect tactique immédiat qui est largement abordé, je dirais, par des tas de supports. Le côté organisation pratique des 15 prochains jours, ce n'est pas notre sujet. On réfléchit là, avec vous, sur, je dirais, les 2 ou 3 prochaines années. Quelles sont les façons d'opérer ou de diriger les entreprises qui devront être privilégiées pendant cette période-là? Ce qu'on peut ajouter à ce niveau-là aussi, c'est qu'on considère en effet aussi que l'entreprise n'est pas dans un contexte d'urgence de trésorerie, puisque dans cette situation, on va considérer que l'entreprise a fait le nécessaire avec toutes les aides de l'État qui peuvent aujourd'hui être mises en place. Et notamment, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être en effet mis en avant et utilisé, c'est le PGE, le prêt garanti par l'État. On voit aussi, nous, certains dirigeants d'entreprises qui n'ont pas l'habitude d'avoir du financement, ou en tout cas qui sont assez frileux au financement. Mais dans ces contextes-là, le but est vraiment d'avoir les sécurités de trésorerie, quitte à la conserver et la rendre plus tard. Mais il est important de pouvoir naviguer aussi avec de la trésorerie. Oui, alors là, si on veut avoir une règle simple, aujourd'hui, nous recommandons à nos clients d'avoir toujours à peu près en réserve de cash, et ça veut dire que s'ils ne l'ont pas, il faut mettre en place des prêts garantis, à peu près 15% de leur chiffre d'affaires annuel. Bon, en France, les firmes ont une tradition, c'est de fonctionner avec des trésoreries assez tendues, c'est-à-dire peu de réserve de cash. Or, un des principes élémentaires de survie en période d'incertitude, c'est avoir à peu près 10 à 15% de liquidité. Alors, c'est facile à poser comme principe, ce n'est pas toujours facile à organiser, mais ça veut dire que les PGE, pour nous, doivent être exploités systématiquement, même si l'affaire n'est pas en rupture de trésorerie. Donc ça, c'est un principe de base. Et donc, la question qui vient dans ça, c'est que si on veut vraiment faire de l'adaptation, il faut d'abord se connaître bien. Et pour apprendre à s'auto-analyser, on utilise un outil qui est maintenant répandu depuis presque une dizaine d'années, qu'on appelle le Business Model Canvas. Alors, Canva en français, Canvas en anglais. C'est un outil qui a eu une énorme diffusion dans le monde entier parce qu'il est suffisamment concret et pratique pour qu'on voit l'entreprise non plus sur un modèle de type, par exemple, compte de résultats pour les experts comptables. Le modèle du compte de résultats, c'est leur modèle classique. Là, vous allez voir qu'on la regarde d'une façon complètement différente, avec une grille de lecture, alors qui paraît compliquée quand on la regarde. Là, vous l'avez sous les yeux. Quand on la regarde comme ça, vous voyez, il y a 9 cases. Et pour, je dirais, dédramatiser ce type d'outil et l'examiner d'une façon simple, on va suivre ensemble la façon dont on le construit. C'est-à-dire qu'en gros, on ne dessine pas les 9 cases en même temps, mais on commence par le début, qui est ce qu'on appelle, vous l'avez au centre, la proposition de valeur. En gros, la proposition de valeur, c'est de se demander à quoi on sert réellement. Et quand on a une réflexion et qu'on doit dire qu'il faut changer beaucoup de choses, la première des choses, c'est de dire qu'est-ce que je suis aujourd'hui et en fait, pourquoi le marché me paye, qu'est-ce que j'amène au marché. Donc là, cette notion de proposition de valeur, qui est, alors c'est la traduction du terme anglais, mais bon, elle finit par s'imposer en français en disant, bon, c'est quoi mon offre? Globalement, c'est en gros ce qu'on appelait traditionnellement l'offre, et comprendre déjà en quoi consiste son offre réellement, c'est déjà une première étape.
Oui, ça va être par exemple une société de luxe, sa proposition de valeur va être de vendre du luxe. On peut avoir des sociétés qui vendent du délai, c'est vraiment la proposition de valeur, ou du respect de délai. On va avoir des sociétés qui vont être positionnées beaucoup sur la partie qualité. Donc, ce sont ces exemples de proposition de valeur et vraiment, c'est de se poser ces questions-là aussi. Et on va y venir sur l'élément suivant par rapport à ces segments de clients, puisqu'on peut aussi avoir des propositions de valeur différentes en fonction de segments de clients. Et les segments de clients, et une première question qu'on va se poser, c'est déjà, est-ce que la société est en B2B ou en B2C, ou est-ce qu'elle est sur les deux modèles, donc soit elle vend à des particuliers ou elle vend à des entreprises, qui est déjà une première segmentation. Alors, rappelons que cet outil, contrairement à ce que souvent les gens supposent, ne s'adresse pas à des firmes de taille importante. En réalité, vous avez une affaire qui a 2 ou 3 employés et qui fait, je dirais, 500 000 euros ou 1 million de chiffre d'affaires, elle peut s'analyser avec ça. Donc, la segmentation des clients, en gros, alors le B2B, c'est je vends à d'autres entreprises. Le B2C, c'est je vends à des consommateurs finaux. Bon, déjà, cette distinction, elle est fondamentale parce que on sait que les problèmes et les comportements sont différents. Et à l'intérieur des entreprises, il y a des segments. À l'intérieur des consommateurs finaux, il y a d'autres segments. Et donc, déjà comprendre qui sont les clients actuels de l'entreprise et donc pourquoi ils viennent, c'est la proposition de valeur, et qui sont-ils aujourd'hui. Donc, en fait, cette question, qui est le point de départ de l'existence d'une entreprise. Une entreprise, elle n'existe que parce qu'elle a des clients, elle leur apporte quelque chose. Sinon, elle ne correspond à aucune utilité. C'est déjà une question à la fois qui peut paraître élémentaire, où la plupart des gens, que ce soit les dirigeants ou leurs experts comptables, se disent « mais je sais qui sont mes clients ». Et quand on creuse, puisque nous, on intervient souvent, on a une part importante de notre activité sur les affaires qui sont, disons, en phase de retournement, où notre travail consiste à voir ce qu'on peut améliorer rapidement pour relancer une entreprise. Là, on se pose dans un contexte différent, sur lequel les entreprises étaient dans une situation de santé normale, et là, tout d'un coup, leur environnement se met à être totalement bouleversé. Mais elles ne savent pas dans leur environnement ce qui va rester stable ou pas. Et donc, l'exercice je dirais, de décortiquage de l'entreprise, hein, ce modèle qu'on a sous les yeux, c'est un outil de décortiquage. Ça consiste à dire, j'essaie de comprendre mieux qui je suis, mais pas avec l'œil, je dirais, traditionnel, qui est de dire, je prends globalement mon chiffre d'affaires, je prends globalement mes coûts. Là, c'est un œil tout à fait différent. C'est en gros comme si vous changez, vous faites de la médecine, vous changez d'outil d'imagerie, par exemple, vous passez de la radio à un scanner, c'est différent. Le scanner vous raconte le même malade, mais vu autrement. Ben là, c'est exactement la même chose. L'entreprise peut être, historiquement, elle est depuis 5 ans en très bonne santé. Il lui arrive un choc majeur et on ne peut pas mesurer où va être le choc. Et donc, elle commence par se dire qui je suis, qui sont mes clients. Ça, c'est déjà cette première étape de bien comprendre les choses. Et ensuite, vous avez les 2 petits pavés qui sont donc à l'extrême droite, c'est les segments de clients, vous le voyez, et vous avez juste à gauche des segments 2 petits pavés, l'un qui sont les relations, l'autre les canaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, les canaux de distribution, je dirais, ça vient à l'esprit de tout le monde, c'est est-ce que je vends mes produits directement au client final ou j'ai un intermédiaire qui est un revendeur, ou bien est-ce que c'est des canaux que je contrôle, par exemple, il y a des gens qui fabriquent et qui ont le contrôle, et on voit en ce moment, par exemple, toutes les entreprises, par exemple, dans le secteur agroalimentaire, beaucoup, les petites entreprises qui avant vendaient par l'intermédiaire d'un distributeur, elles organisent une technique de vente directe qui, en fait, leur permet de contourner le canal habituel et d'aller directement en contact avec le client. Donc, les canaux, c'est une notion simple, mais qu'il faut se poser comme question, à savoir, est-ce que les canaux que j'ai aujourd'hui vont être toujours les canaux de demain? Et la deuxième question qui est au-dessus, le petit pavé qui est au-dessus, ce sont les relations avec les clients. Alors, ça, on peut peut-être en parler, François, ça veut dire quoi, cette question? Quelles sont mes relations avec les clients? Les relations, c'est plus avec les clients. On va prendre par exemple
un exemple assez simple qui est le médecin de famille. Le médecin de famille a des relations très privilégiées avec ses clients. Donc, c'est cette notion de relation client, est-ce qu'elle est avec une intimité forte et avec une confiance forte, ou est-ce qu'on est un peu comme un Amazon où quelque part on est un numéro et le client est un numéro et le client, il est là juste par un process d'achat. Mais par contre, il n'y a pas une intimité très forte en termes de relation client. Il va y avoir des modèles aujourd'hui qu'on voit de plus en plus se développer, notamment sur le digital, avec des modèles de communauté. C'est-à-dire que ce sont les clients eux-mêmes qui s'auto-alimentent et qui alimentent la communauté en contenu, en information, en produits. On parle par exemple de Vinted qui a développé une communauté de vendeurs seconde main de produits textiles. Voilà, donc ça, c'est vraiment cette notion de quelle relation nous mettons avec nos clients. Est-ce que c'est une intimité forte et une connaissance forte, ou on considère le client qui est plutôt entré dans un process d'achat et on le laisse tel quel. Alors, vous voyez que ce petit outil, ce petit canevas qui a un mérite, c'est simplement de poser les questions pour obliger les gens à se dire comment je suis. Il a une partie gauche, une partie droite. Là, ce que nous attaquons, c'est la partie droite, donc les segments de clients, les relations, les canaux. Et en dessous, vous avez la partie correspondant à ça, c'est en gros comment je vis, quel revenu je perçois. C'est-à-dire que les sources de revenus, vous le voyez en bas à droite, c'est la partie qui correspond à toute cette branche droite du canevas. C'est de dire comment font les clients pour me donner de l'argent. Alors, vous allez dire, ils me payent, mais en réalité, on peut payer de plein de façons différentes, soit payer par des abonnements, soit payer par une facture à chaque fois avec une vente. On peut vendre un bien ou un usage, on peut vendre avec des prix fixes ou avec des prix qui sont variables. Donc, toute cette mécanique-là, il faut l'examiner et se dire qu'est-ce que je peux changer là-dedans. En gros, l'exercice intéressant là-dedans, c'est de dire chacun de ces petits modules, je dois d'abord le décrire pour ce qu'il est aujourd'hui ou ce qu'il a été historiquement dans mon modèle. Et demain, dans une phase d'incertitude, qu'est-ce que je peux changer dans chacun de ces modules? Ce qui est un exercice beaucoup plus facile que si on part de zéro avec une feuille blanche en disant, bon, mon entreprise, qu'est-ce que je pourrais changer s'il y a une crise majeure qui arrive? Donc là, les sources de revenus, même exercice, vous devez vous demander qu'est-ce que je peux modifier comme source de revenus? Est-ce que les choses que je vendais, je ne devrais pas les louer ou bien faire un mélange de choses? Bon, l'idée est toujours la même, c'est de dire qu'est-ce que je remets en question dans mon modèle économique. Oui, et puis c'est de bénéficier d'opportunités. On voit par exemple certains distributeurs, on a un cas qu'on peut déjà anticiper, qui est une boîte qui vend des vins et spiritueux. On a regardé un petit peu un cas similaire, où aujourd'hui, si elle vend à des restaurateurs, il est fort à penser que les restaurateurs ne vont pas grossir les commandes compte tenu des stocks qu'ils ont, ils vont plutôt les fragmenter. Une des questions que doit se poser cette entreprise de distribution, c'est finalement, je vais devoir fragmenter les commandes et apporter un service sur mesure à cette fragmentation de commandes. Donc, est-ce que le prix, je le bouge et j'incorpore quelque part mon coût de fragmentation et de distribution, puisque c'est un service que j'apporte à un client. Et donc, ça fait partie de ce revenu, c'est de dire, OK, mais quelque part, la taille de commande, si on me prenait avant 10 000 euros de vin et ça me faisait 3 mois et le restaurateur supportait ce stock. Si demain, finalement, c'est plus des commandes de 500 euros fragmentées toutes les semaines parce que finalement, je lui apporte le service de porter le stock, il faut se poser ces questions-là de comment, derrière, on monétise ça, puisque ça va engendrer des coûts pour l'entreprise, cette fragmentation. Voilà. Alors, si on revient juste un instant sur le canevas, Marie, voilà, vous voyez, on va regarder maintenant toute l'aile gauche, c'est-à-dire en gros, bon, pour faire ce que nous avons défini dans l'aile droite du canevas, on a un certain nombre de choses qui sont dans les modules de gauche. Et les modules de gauche, ils sont 3 modules, les partenaires, les activités, les ressources, et en dessous, les coûts correspondants. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise, elle n'est pas seule au monde, elle a besoin d'avoir des partenaires, elle a des activités clés, c'est ce que vient de dire François, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qui est prioritaire? On s'aperçoit que des firmes qui étaient des firmes historiquement dont l'activité clé, c'était dans le cas par exemple de cette affaire de distribution de vin,
elle choisissait des vins, et bien là, ça peut devenir la logistique. C'est-à-dire que l'activité clé que les clients vont apprécier, c'est cette capacité à livrer très vite des petites quantités pour éviter qu'eux soient en stockage permanent. Et les ressources, alors les ressources, c'est bien évidemment une entreprise, elle a des ressources qui peuvent être physiques au sens les matériels, les équipements, les choses comme ça. Intellectuelles, c'est des êtres humains avec des savoir-faire. Les ressources financières, on en a parlé, c'est simplement de ne pas être pris à la gorge par un problème de trésorerie. Donc, en gros, identifier systématiquement qui sont mes partenaires clés, qu'est-ce qu'ils m'apportent, et on verra tout à l'heure dans l'attitude mentale qu'il faut avoir dans les crises, c'est une fonction essentielle. Quelles sont mes activités clés aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles pourraient être demain? Et les ressources, quelles sont les ressources qui vont me manquer? On va parler tout à l'heure des compétences, parce que c'est une clé essentielle. Donc, quelles compétences il faut que j'essaie d'acquérir pour faire face à un environnement qui ne ressemble plus à hier. Donc, les structures de coûts, c'est lié à ça. Une activité, elle a un coût. Une ressource, elle a un coût. Et donc, qu'est-ce qui coûte le plus cher dans mon modèle actuel? Donc, encore une fois, quand on fait cet exercice, qui ne demande pas beaucoup de temps, qui peut être fait sur n'importe quelle taille d'entreprise, on s'aperçoit qu'en réalité, si on remplit les cases de façon méthodique, hein, ce n'est pas un questionnaire, mais l'idée, c'est de dire, c'est un outil d'aide à la réflexion, on s'aperçoit qu'on peut trouver des idées qui viennent assez facilement par rapport à l'exercice d'imagination pure. Hein, l'activité qui consiste à dire je fais du brainstorming, j'essaie d'imaginer les choses tout seul dans mon coin, ça ne marche rarement. Et là, on peut regarder peut-être, François, un ou deux autres exemples de changement de modèle pour que vous voyez comment c'est fait, ou une affaire de seconde œuvre du bâtiment. Ouais, sur une affaire de seconde œuvre de bâtiment, par exemple, si on prend une affaire de seconde œuvre de bâtiment qui est dans de la finition murale type plaquiste ou enduit, qui vend exclusivement à des retailers, donc c'est-à-dire à des points de vente physiques de distribution de produits, et qui aujourd'hui est une clientèle très impactée et sur lesquelles on peut penser dans l'analyse que les investissements vont plutôt être ralentis. La question qui va devoir se poser par rapport au business model Canva qu'on vient de développer, c'est de se dire quels sont les segments de clients qu'il va falloir que je puisse aller chercher en complément, puisque si je n'ai qu'un segment de clients sur lequel je pense qu'il va y avoir un scénario de baisse significative, il faut que j'aille en chercher d'autres. Et donc, c'est de se dire quelles sont mes ressources clés. Si mes ressources clés, c'est par exemple la prestation plutôt haut de gamme, est-ce qu'elle ne peut pas aller se repositionner sur une clientèle d'architectes B2C, CSP+, pour aller chercher des tailles d'opérations qui peuvent être importantes avec des CSP qui sont peut-être moins impactés en pouvoir d'achat par la crise, ou aussi travailler des systèmes de maintenance ou de rénovation, puisque en phase de désinvestissement, de baisse d'investissement, en contrepartie, il y a la phase de maintenance et de rénovation qui, elle, accélère. Ça tombe sous le bon sens, mais il est vrai qu'on le voit. Donc, c'est ce genre de réflexion que peut se poser en effet une entreprise qui a une clientèle, une typologie de clients qui sera fortement impactée. Et donc, le business model Canva, le fait de se poser ces questions-là, c'est de auto-diagnostiquer son état actuel et de se dire qu'est-ce que je peux faire d'autre par rapport à mes ressources clés, par rapport à des partenaires. C'est aussi potentiellement, nous, on a eu un cas là où l'idée a été d'aller chercher des partenaires en électricité pour coupler un savoir-faire complémentaire à la partie finition murale, ce qui permettait d'acquérir en plus une compétence via des partenaires et de développer quelque part une activité, de ne pas rester sur un segment qui allait potentiellement, sur un scénario 6 à 24 mois, être en baisse significative. Alors, la question qu'on nous pose souvent, quand on explique aux gens que pour se regarder, il vaut mieux avoir un outil que d'improviser, c'est de dire après, une fois qu'on a l'outil, est-ce qu'il y a des principes à respecter ou à appliquer en période de turbulence? Donc ça, c'est clairement, en gros, quels sont les 10 commandements, ou nous, on en utilise plutôt 9, mais les commandements qu'il faut essayer de mettre en pratique et qui ne sont pas des commandements nécessairement habituels. Et donc ça… C'est commandements à voir au global. Ce n'est pas un par un, c'est vraiment… Alors voilà, c'est la difficulté, c'est que souvent les gens disent « mais moi je fais ça », et on lui dit « oui, mais est-ce que tu fais aussi l'autre chose ?» Bon,
Et en fait, la question, c'est de dire, ces 9 commandements, pour parler comme la Bible, c'est qu'est-ce qu'il faut s'assurer qu'on fait bien dans ce genre de choses pour tenir bien dans les turbulences. Et c'est un mélange, je dirais, de principes de bon sens et de règles de méthode. Donc, le premier principe, qui n'est pas suffisamment pratiqué, c'est on doit regarder à l'extérieur de l'entreprise. Alors, la curiosité au sens large, hein. Curiosité, ça veut dire de dire qu'est-ce qui se passe ailleurs, pas forcément dans mon secteur, dans d'autres pays, dans d'autres types d'entreprises. Est-ce que je peux aller chercher des idées ailleurs? Globalement, l'imagination, c'est très souvent ce qu'on appelle l'imagination, ça n'est que le produit d'une observation systématique. Et donc, si les gens regardent beaucoup autour d'eux avec un œil curieux, c'est-à-dire ne se replient pas sur eux-mêmes, ils vont voir des choses. Et nous, ce qu'on observe, c'est que les entreprises, on y reviendra tout à l'heure, il faut les aider à regarder l'extérieur. Et c'est pour ça que l'expert comptable a un rôle qui peut être essentiel parce qu'il est entraîné normalement à regarder autre chose que l'intérieur de l'entreprise et il peut aider les firmes à s'ouvrir sur le monde. Le deuxième principe, François, c'est quoi? La connaissance client, parce que tout le monde dit que je connais mes clients. Et en fait, on s'aperçoit que c'est faux. La connaissance client, ouais, c'est ça, c'est vraiment dans ces phases-là de questionner ses clients pour bien définir les attentes dans la période aussi, parce que les attentes vont bouger, vont certainement bouger. Les besoins des clients et bien aussi comprendre aussi comment eux ils agissent et comment ils réagissent. Et il est vrai que, pour prendre un exemple, on voit des sociétés là qui vendent du matériel de bâtiment à des entreprises de bâtiment par exemple. Ces sociétés qui vendaient entre guillemets des pelles, des râteaux et ces choses-là. Aujourd'hui, ils les vendent moins parce que les gens étaient moins en activité. Alors, ça va sans doute reprendre, mais dans quel trend ça va reprendre, dans quelle dynamique, on ne sait pas. Mais elles se sont repositionnées en leur vendant à ces sociétés-là l'ensemble des produits sanitaires nécessaires à la reprise de l'activité. Aujourd'hui, elles sont en train de vendre massivement ce type d'article. Donc, elles se sont repositionnées, elles ont écouté leurs clients, compris les attentes qu'elles avaient, c'est-à-dire que leur principal objectif est de reprendre avec sécurité. Donc, elles leur ont proposé ce type de produits et pour avoir certains exemples, ces revenus remplacent complètement les autres revenus dans la période. Et il est fort à penser que ça va se poursuivre au moins jusqu'au début 2021. Alors, le troisième commandement, c'est de travailler des scénarios. Alors, pour nous, on arrive souvent dans des boîtes qui nous disent, nous, on a un plan. Et alors, on leur demande le plan et ils nous sortent des paquets de tableurs Excel. Bon. Alors, Excel, c'est un outil sympathique, mais clairement, sur le plan mental, c'est un tueur d'imagination. C'est-à-dire que les gens croient qu'en remplissant un tableur, on a construit des scénarios. Ce n'est pas ça du tout. Un bon scénario, c'est pas du tout un tableau de chiffres, c'est des idées qui correspondent à des tendances. C'est-à-dire qu'on dit, s'il se passe ça, qu'est-ce que je fais? S'il se passe un autre scénario, qu'est-ce que je fais? Et si vous cherchez à le formaliser avec des tableaux de chiffres, ce qui est une tentation de beaucoup d'entreprises, vous êtes sûr que vous allez vous replier sur un scénario dont la probabilité sera très faible. Et en plus, vous n'avez pas travaillé les choses qui sont à préparer dans le cadre d'autres hypothèses. En gros, on ne connaît pas l'avenir. D'habitude, on ne le connaît pas, mais ce n'est pas gênant parce qu'habituellement, il est à peu près linéaire. L'avenir est linéaire dans les phases, je dirais, de tranquillité de l'économie. Là, on a perdu la linéarité, on ne va pas la retrouver maintenant rapidement. Et donc, hier ne veut rien dire sur demain. Donc, si vous vous contentez de prendre vos 5 dernières années, de les reporter dans un tableur pour dire ça va ressembler à ça, vous êtes sûr d'aller au tapis. Donc, travailler les scénarios, c'est prendre un papier, un crayon, se mettre à plusieurs et dire, et s'il se passait ça, qu'est-ce qu'on ferait? Bon, si tel type de client se met à aller chercher tout à fait autre chose, est-ce qu'on est capable d'aller répondre à cette demande? Bon, c'est ça les scénarios. Et donc, aujourd'hui, nous, ce qu'on observe, c'est qu'ils sont rarement construits d'une façon systématique et donc ils sont remplacés par de l'arithmétique, ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Marie, on peut peut-être revenir sur la page précédente.
Non, c'est celle-là. Voilà. Bon, ensuite, il y a le pilotage. Donc, le pilotage est une clé dans ces périodes-là, puisqu'il faut le resserrer. Il faut resserrer les pilotages. Il faut accélérer les pilotages. Il faut surtout les mettre le plus en amont possible. C'est-à-dire que faire sortir un compte de résultats est un indicateur de constat. Ce qu'il faut, c'est remonter en amont sur ce qu'on appelle les indicateurs avancés. Un indicateur avancé est par exemple un nombre de devis émis. Si la société émettait tous les mois 100 000 euros de devis et qu'aujourd'hui le rythme est plutôt à 50 000 euros de devis, il est fort à penser qu'elle va baisser dans la durée 50% de son activité. Il en est de même sur les taux de transformation sur ces modèles-là. Donc, en fonction des modèles économiques, on va parler par exemple dans l'hôtellerie des taux d'occupation. Le pilotage du taux d'occupation est une clé dans ce type de modèle économique. Et il est vrai que remonter au maximum les indicateurs et surtout les adapter par rapport à son modèle et à la situation actuelle est quelque chose de très important puisque ça permet quelque part de guider aussi et de guider les actions et de guider les impacts que ça aura dans le court terme pour justement être beaucoup plus agile dans la durée. Alors, pour essayer de respecter le temps, sinon Marie va nous tirer les oreilles, non, il y a encore donc 5 approches. Bon, une culture de l'échec, en gros, c'est de dire une entreprise ne doit pas marcher par grands paris, elle doit marcher par petits essais en disant je fais 10 petits essais de choses nouvelles. Si ce sont des petits essais, ce sera de petits échecs et j'en aurai un de temps en temps qui marchera. Ça, c'est un principe qu'il faut avoir. Ce n'est pas faire des paris massifs, c'est faire des petits essais. Ensuite, autre point, voilà, les partenariats, on l'a évoqué, c'est-à-dire travailler avec des gens complémentaires parce qu'ils ont des savoir-faire complémentaires, c'est une clé. Ensuite, les compétences. Alors, c'est quoi les compétences, hein? C'est l'image bien connue d'une entreprise. C'est comme un arbre. Les racines, ce sont les compétences. Les branches, ce sont les utilisations des compétences. C'est-à-dire, vous avez un savoir-faire en électronique, vous pouvez l'utiliser dans une branche qui est par exemple de l'électronique industrielle ou une autre branche qui est de l'électronique dans le grand public au niveau de la domotique ou des choses comme ça. Un autre point, alors qui est peut-être un peu, ça ressemble à du jargon, l'économétrie de la transaction de base. Nous, c'est ce qu'on utilise, la notion de transaction de base, mais juste pour se faire comprendre, je rentre dans une boulangerie, j'achète une baguette et 2 croissants et je paye 5 euros. Bien, ça c'est une transaction de base. Et quand on regarde un modèle économique, il faut vraiment regarder ça au niveau de la transaction de base. Parce que dire qu'une entreprise fait une boulangerie qui fait 500 000 euros n'a pas de sens si par contre son panier moyen est trop petit. Et donc, par exemple, on est intervenu il y a quelques années sur une chaîne de boulangerie. La clé pour nous a été de faire monter le panier moyen. C'est-à-dire qu'en gros, les boulangeries ont un panier moyen qui se situe souvent dans la zone des 3 euros, 4 euros. Et en rajoutant certains types de produits, on fait monter le panier moyen à 8 ou 10, ce qui change tout. Parce que ça veut dire que l'encombrement, le nombre de travail à faire, l'organisation de la boulangerie change si elle fait son chiffre avec moins de transactions, si elle fait, ou alors des transactions plus importantes. Et alors, le dernier point, François, peut-être on peut en parler, c'est pourquoi il faut se regarder de l'extérieur parce qu'on est victime de biais cognitifs. Oui, donc ça c'est en effet, alors on pourrait en faire un JT quasi à lui tout seul. C'est pour ça qu'on a renvoyé, on vous renvoie vers Olivier Sibony et qui a fait des vidéos assez courtes et très explicatives. En fait, l'idée, c'est la question qui se pose, c'est de se dire pourquoi, dans certains contextes, des personnes censées maîtrisant leur entreprise, leur environnement, se trompent ou ne voient pas des choses arriver négatives pour leur entreprise. Et donc, en fait, il évoque le sujet des biais cognitifs qui peuvent être de dire, bon, ben, moi, j'ai toujours survécu et donc je survivrai toujours. Ça, c'est un biais. C'est le biais de se dire, ben, rien ne peut m'arriver puisque en réalité, j'ai toujours réussi. Donc ça, c'est une forme de biais cognitif. Et donc, c'est là où il est important d'avoir une vision extérieure qui, elle, n'a pas les biais intérieurs que l'on vit au quotidien. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir un regard extérieur et qui n'a pas les mêmes biais, qui peut lui en avoir d'autres, mais à la limite, c'est pas grave, ça se complète. Mais l'idée, c'est d'essayer de mettre en place, en effet, des techniques. Et une des techniques, par exemple, c'est de se dire, on met une équipe
par exemple, qui va dire un scénario très positif, une équipe qui va mettre un scénario très négatif, et on va les confronter pour essayer d'aller chercher l'extrait essentiel de ce qui peut arriver dans l'avenir, puisqu'en fait, on va confronter des idées et une technique d'opposition est une très bonne technique. Donc, par contre, pour faire une opposition, il faut être deux. Donc, c'est pour ça que le rôle d'un conseil extérieur, ou que ce soit un conseil, ou en tout cas de quelqu'un d'extérieur à l'entreprise qui ne vit pas au quotidien dedans, est important. Voilà, donc on a un peu survolé le sujet, bien évidemment, et on mettra en ligne le support, et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre, mais clairement, vous avez vu que c'est en même temps c'est de la méthode un peu, et c'est un état d'esprit beaucoup, c'est-à-dire de dire le changement n'est pas l'ennemi, et si j'ai une attitude proactive et systématique, le changement, c'est une période d'opportunité. Voilà, merci à tous de votre attention. Au revoir.